Sommerner. Inauguré par Donald Trump à Davos le 22 janvier dernier, le Conseil de la paix se veut une alternative à l'ONU pour régler les conflits internationaux. Refusé par la France, par l'Union européenne, mais soutenu par des États alliés, ce nouvel organe concentre l'essentiel du pouvoir entre les mains du président américain. S'agit-il d'un outil plus efficace pour faire la paix? Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. On vous doit notamment la guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires. Voilà, hein, comme on dit, ce titre était effectivement un bon résumé de la situation. Alors, d'abord, définissez-nous, Bruno Tertrais, ce Conseil de la paix, euh, en quoi se définit-il et puis à quoi sert-il ou à quoi est-il censé servir? Bah, écoutez, je ne sais pas sûr je suis pas sûr qu'il servira à grand chose. Il se définit comment? Comme non pas comme une alternative à l'ONU. En tout cas, Donald Trump dit: «Moi, j'aime beaucoup l'ONU. Le problème, c'est qu'elle n'est pas assez efficace. Donc il faut avoir, autre chose». C'est d'abord le conseil de Donald Trump. C'est d'abord le conseil du roi. C'est quelque chose qui est, si vous voulez, un petit peu, entre une toute petite ONU, une sorte de mini société des nations, le club des amis de Donald Trump et le club de golf de Mar-a-Lago. Enfin, j'exagère à peine, puisque vous savez que pour être membre permanent de ce club, alors à l'ONU, c'était avoir été le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, et là, c'est de payer 1 milliard de dollars par pays à Donald Trump. L'idée, c'est tout simplement d'essayer de faire de la diplomatie différemment. Vous vous souvenez que ce conseil avait été créé en principe d'abord pour régler, ou plutôt pour gérer l'après-guerre à Gaza. Il est toujours question qu'il s'occupe de Gaza, mais même Israël a hésité à en faire partie. Mais voilà, ce sera une sorte de club autour de Donald Trump, d'abord pour célébrer sa personne, j'imagine, et puis peut-être pour essayer Ça de n'est prendre des jamais. idées. Voilà, S'il ne s'en occupe pas lui-même. voilà, donc ça laisse un petit peu perplexe. Ça n'est pas vraiment une alternative à l'ONU, mais ce qui est troublant, c'est que ça arrive à un moment où l'Amérique se retire de plusieurs dizaines d'organisations et d'institutions internationales, la dernière en date étant l'Organisation mondiale de la santé. Il y a un logo au Conseil de la paix, donc c'est une sorte de blason. C'est très doré. Ah bah, Bon, c'est doré, c'est Donald c'est Trump, donc doré, c'est hein, doré, c'est doré. effectivement. C'est Euh, pas très beau et c'est doré, et donc c'est voilà. c'est Et puis Trump, alors il quoi. y a le monde qui est doré aussi sur tranche. Oui, effectivement, sauf que c'est l'hémisphère occidental, comme on dit aux États-Unis, qui est montré. Ça montre bien que là, c'est la puissance américaine qui est mise en exergue, et donc ça n'est pas totalement le monde, c'est une certaine vision du monde. Enfin, tout ça est tout de même assez pathétique. Comment fonctionne la gouvernance de ce Conseil, si Ah on bah, peut parler de gouvernance? il y a un président éternel, comme en Corée du Qui Nord. est-ce? Bah, je vous donne dans le mille, c'est Ah, mais Donald tiens. Trump. Voilà, je pense qu'il n'est pas très important d'essayer de voir comment ça fonctionnera concrètement, parce que ça ne sera pas une institution. Donald Trump bouscule tout, il bousculera peut-être lui-même son propre Conseil de la paix. Steve Witkoff, l'homme de toutes les missions, qui lui-même, je parlais de club un peu mafieux, et Steve Witkoff a un passé lui-même assez trouble, puisqu'il a fait sa fortune en partie avec la mafia russe, quoi. Il sera beaucoup question d'argent, j'imagine, mais n'essayons pas de trop rationaliser cette initiative, cette structure qui, encore une fois, est surtout surtout de montrer que Donald Trump, il attire sur son nom des milliards de dollars, juste pour que le plaisir de sa compagnie diplomatique. Mais alors, parce que ça, à mon avis, c'est complètement inédit. Verser 1 milliard de dollars à qui en liquide? Comment, Je, Bruno je- Tertrais? je ne sais pas, on verra exactement, il n'est pas encore très clair, on verra qui voudra effectivement payer pour être membre permanent. Alors, certains pourront se le permettre, je pense à un pays comme l'Azerbaïdjan, par exemple, d'autres évidemment ne le pourront pas, je pense au Pakistan. Il y a des pays qui ont dit oui simplement pour faire plaisir au roi. Pardon de cette métaphore monarchique, mais je pense que c'est littéralement ce qui est Et donc, le c'est plus pas possible pertinent. que les choses soient claires, c'est pas possible d'y appartenir sans payer. Ah non, c'est pour être membre permanent. Vous savez, à l'ONU, puisqu'on file la métaphore, il y a 5 membres permanents, les 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale pour le Conseil de sécurité. Donc là, c'est une sorte d'alternative au Conseil de sécurité. Si vous voulez être membre permanent, il faut payer 1 milliard de dollars. Je ne sais pas si d'ailleurs si c'est au Trésor américain ou si c'est à la personne de Donald Trump. Dernière chose, il y a quand même, pour montrer à quel point tout ceci est farce, il y a quand même eu cette confusion magnifique par la porte-parole de la Maison-Blanche entre la Belgique et la
Biélorussie. Je pense elle a dit que la Belgique avait répondu positivement. En fait, c'était la Biélorussie parce C'est que toujours compliqué. les tous trois ces pays. premières, bah oui, c'est compliqué. Belgique, Biélorussie, on peut comprendre que ça soit un peu Déjà, confusion à Trump faire. mélangeait le Groenland et l'Islande. On comprend tout ça. Mais alors, le roi du Maroc y a quand même adhéré parmi. Mais oui, mais Je parce vois que désolé. Souvenez-vous que il fait partie des pays qui, effectivement, qui ont décidé très tôt de jouer le jeu de Donald Trump. Là, rappelez-vous que, en particulier, le Maroc a noué des relations diplomatiques avec Israël, en même temps que les États-Unis reconnaissaient la souveraineté marocaine sur le Sahara, dit marocain au Maroc et dit occidental ailleurs. Donc voilà, lorsque vous décidez de jouer le jeu de ce Conseil de la paix, vous décidez de jouer le jeu de Donald Trump. Mais on voit que, bien sûr, même des États occidentaux qui ont essayé pourtant de nouer une relation personnelle avec Donald Trump n'ont évidemment pas dit oui, ont même refusé de faire partie de ce Conseil. Je pense évidemment à la France. Et alors, pourquoi la France et l'Europe, justement, refusent-elles de participer? Mais on peut se demander pourquoi y participer. Surtout, je crois que c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas le refus qui pose question, c'est l'acceptation. Bon, il faut quand même que vous nous expliquiez, Bruno Tertrais, comment des gens comme vous, donc analystes éminents des relations géopolitiques, peuvent travailler en ce moment avec, disons, des initiatives aussi inattendues. Avec une certaine consternation sur le plan éthique et avec une certaine jubilation sur le plan intellectuel, parce que tous les jours, il se passe quelque chose. Donc c'est vrai que c'est... Et d'ailleurs, ça fait partie de la stratégie de Donald Trump, hein, vous savez, de toujours faire l'actualité en permanence. Nous faisons, Guillaume, nous faisons nous-mêmes, en tout cas, d'une certaine manière, le jeu de Donald Trump. Le problème, c'est que là, c'est avec un degré de, j'allais dire, d'irrationalité et de mouvement brownien permanent qu'il devient difficile de tirer les fils logiques de ce qu'il se passe aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut toujours en revenir à une chose, l'ego et l'argent de Donald Trump. Malheureusement, c'est parfois aussi simple que cela comme principe directeur pour ses décisions. Mais alors, vous qui avez écrit La guerre des mondes aux éditions de l'Observatoire, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui à Gaza? Puisque malheureusement, on aurait envie de sourire de tout ça, mais Alors, ces gens-là font des choses qui ont des conséquences réelles. oui, alors à Gaza, puisqu'effectivement ce fameux Conseil de la paix avait été en principe créé pour s'occuper de Gaza, pour gérer Gaza, eh bien il y a quand même un lien entre les deux aujourd'hui, puisque nous entrons en principe dans la deuxième phase du plan de paix pour Gaza, et c'est évidemment là que les affaires sérieuses commencent, si j'ose dire, puisque c'est la phase où le désarmement du Hamas doit être effectif, on en est très loin, où le désengagement de l'armée israélienne doit être effectif, on en est très loin également. Autrement dit, ce qui a été montré par le président Trump à Davos la semaine dernière, c'est-à-dire ces images de quelque chose qui ressemble beaucoup plus à Singapour qu'à... Oui, on en a parlé dans les matins, ils ont fait une projection Voilà. donc Alors, liée à l'intelligence artificielle de ce que pourrait être Gaza demain. Voilà, rappelons, c'est une sorte d'obsession de Donald Trump, puisque pendant son premier mandat, il faisait ça pour la Corée du Nord. Vous vous souvenez, il montrait également, avec des images de synthèse, ce que pouvait être Pyongyang dans 20 ans. Donc, j'allais dire qu'il ne lâche pas le morceau, si j'ose dire. Et puis, vous savez à quel point son équipe autour de lui, notamment Jared Kushner, son gendre, tiennent bien sûr à ce que ce dossier ne soit pas abandonné. Trump abandonne parfois des dossiers sur le bord de la route, mais Gaza, ça n'est pas abandonné parce que c'est le Proche-Orient, c'est Israël et c'est peut-être une magnifique, entre guillemets, opération immobilière. Bien, mais cette deuxième phase, franchement, on est encore très très loin de sa mise en œuvre. Mais alors, parce qu'il me semble qu'il y a un petit oubli, ce sont les 2 millions de Palestiniens qui vivent aujourd'hui à Gaza. On en parle quasiment plus, sauf d'une manière qui peut nous troubler, si vous voulez, à savoir que il est censé, évidemment, dans les plans qui sont montrés pour l'avenir de Gaza, oui, on nous montre que dans 2 ans, voilà, les gens pourront revenir à tel endroit, tel quartier, qui sera entièrement, il vaut mieux mettre le conditionnel, entièrement reconstruit. Mais je crois que l'administration Trump, là, se fait quelques illusions, hélas, je dis hélas pour les Palestiniens, pour les populations civiles palestiniennes, quant à la manière dont tout ceci va pouvoir être effectivement mis en œuvre dans les mois qui viennent. Et tout cela, évidemment, pose de lourds problèmes à l'élaboration d'une diplomatie internationale en général, française en particulier, non? Alors, la diplomatie française, j'allais dire quelque part, elle vit sa meilleure vie, comme on dit aujourd'hui,
aujourd'hui parce que le président de la République française, même si ça n'avait pas été Emmanuel Macron, j'allais dire c'est un bon moment pour la France quand l'Amérique fait des bêtises, si j'ose dire, parce que ça nous permet, nous, de dire, bah, vous savez, on a toujours eu raison, entre guillemets, depuis 1958, on a toujours dit qu'on ne pouvait pas, nous, Européens, trop se fier et trop dépendre des États-Unis. Ce langage-là, ce discours-là, il est beaucoup plus audible aujourd'hui en Europe ou au Canada, même. Ou au Canada, on l'a vu avec M. Cartney la semaine dernière. Oui, qui a tenu un discours remarqué à Davos. Qui a été une des stars de Davos, effectivement. Donc, j'allais dire que pour la France, c'est un moment, j'allais dire, sur lequel nous sommes, vis-à-vis duquel on est assez à l'aise. Et par ailleurs, sur la forme, alors là, je dois dire qu'on apprécie ou pas la diplomatie présidentielle, le show qu'il a fait à Davos avec ses lunettes noires qu'il était forcé de porter, il a beaucoup impressionné. Ce pas des lunettes noires, c'est des lunettes miroirs. D'ailleurs, je dois m'excuser parce que j'ai cru que c'était des Ray-Ban. En fait, c'est une production Non, absolument française. pas. S'il vous plaît, Guillaume, c'est une production française. Et en parallèle, il y a aussi un effort de communication du Quai d'Orsay totalement nouveau. Il y a des comptes sociaux qui ont un langage beaucoup plus adapté, j'allais dire, à la communication moderne que le télégramme diplomatique ou le communiqué un petit peu ennuyeux dont le Quai d'Orsay a l'habitude. Et il y a une véritable offensive diplomatique française, à la fois sur le fond avec le président et sur la forme avec ce que font ces comptes, qui fait que nous sommes dans un moment extrêmement intéressant, actif et plutôt positif dans cet océan de mauvaises nouvelles pour la diplomatie et les intérêts français.